ouvrir la période des questions. Voilà, nous sommes, pour une fois, on est tout à fait dans les temps. Quelqu'un qui écrit beaucoup en ce moment, qui s'appelle Delphine Horviller, vous avez certainement entendu parler de ce bouquin, et elle vient de faire un livre sur l'identité précisément, qui s'appelle « Il n'y a pas de Hajar », parce qu'elle est fascinée par le personnage de Romain Gary, Émile Ajar, etc. Et elle a vraiment tourné autour de ces questions identitaires de façon, à mon avis, très pertinente. Voilà, donc votre travail m'a fait penser à ça, je voulais simplement le signaler. Merci beaucoup. Delphine Horviller, Horviller. Elle a écrit un bouquin qui a fait beaucoup de bruit autour de l'accompagnement des morts, puisqu'elle est rabbin, c'est une femme rabbin. Et ces bouquins sont formidables, à mon sens. Alors, ce livre-là, c'est « Il n'y a pas de Hajar ». Hajar, c'est Hajar comme Émile Ajar, qui est un pseudonyme de Romain Gary. Vas-y, oui, oui. Merci beaucoup à toutes les trois pour vos excellentes communications. Ma question s'adresse plutôt à Élise, du moins la première, et la deuxième peut-être à Sabrina. Pour la première, je veux dire que je suis très ravi de cette application de la théorie du divers et de la politique de la relation d'Édouard Glissant à la problématique identitaire européenne liée aux questions linguistiques et culturelles. Pourquoi je suis ravi par rapport à cette lecture? Parce que Édouard Glissant n'a cessé de dire que aucune identité n'est constituée d'une racine unique. Il parle d'identité rhizome. Et pour solution, il propose ce qu'il appelle la créolisation. Ma question c'est, les Européens ont-ils conscience de cette créolisation du monde, ou même de l'Europe, ou non, d'après votre lecture? Voilà. Maintenant, pour Sabrina, c'est surtout la construction identitaire. Il parle de construction identitaire de l'immigré, des enfants, je pense. Dans le processus de construction, on a ce qu'on appelle l'identité conférée, c'est-à-dire ce que les autres nous donnent comme identité. Ce n'est pas mon identité, mais c'est ce qu'on me donne. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'identité proclamée. Je suis ceci, je ne suis pas cela. Donc, c'est entre ces identités proclamées et ces identités, je veux dire, conférées, il y a ce processus d'identification par opposition et aussi par adhésion. Là, ma question, c'est comment l'individu qui se trouve au cœur de tout ce processus d'identification se situe par rapport à sa communauté d'origine. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup pour cette question et je vous remercie aussi d'avoir introduit les termes de rhizome et de créolisation dans cette discussion. Je n'ai pas eu le temps d'aborder la créolisation, mais c'est un peu vers là, effectivement, où je voulais aller vers la fin. Alors, je ne peux pas répondre pour tous les Européens, ça c'est certain, mais disons, je peux vous répondre du point de vue artistique, et notamment, voilà, du point de vue de cette artiste, Caroline Bergvall, dont j'ai parlé aujourd'hui. Et en fait, il me semble qu'effectivement, si ce n'est pas forcément quelque chose qui peut être conscientisé au niveau global européen, ça j'en suis pas certaine, et en tout cas moi je n'ai pas les données pour répondre à cette question. Je pense que pour des artistes comme Caroline Bergvall et les artistes avec qui elle a travaillé dans ce projet, celui-ci et d'autres d'ailleurs, et le terme de créolisation c'est quelque chose qui revient beaucoup dans tous ses travaux depuis les années 90, je pense qu'il y a en effet une conscience, du moins qu'il faudrait y penser plus. Voilà, donc bon, je ne réponds peut-être pas exactement à votre question, mais disons artistiquement, dans des sphères, oui, c'est conscientisé, c'est discuté, et c'est essayer d'être mis en place dans la matière même des œuvres, dans le langage plurilingue, justement, qui essaie d'acter, de performer cette créolisation. Merci. C'est ça? C'est bon. Alors, pour vous répondre, déjà, les jeunes de mon corpus,
ont vécu une mobilité, mais leur situation, disons, actuelle est justement l'immobilité, dans une province un peu cosmopolite. Et parfois, dans les entretiens, on a une sorte, pas forcément d'ambiguïté, mais de complexité, parce que ça m'est arrivé beaucoup de fois d'entendre les jeunes dire je suis arabe ou je suis italien, je me sens plus italien. Mais après, au cours de l'entretien, au cours de notre entretien, ben, la partie italienne est sortie ou la partie d'origine est sortie. Donc je crois que comme pendant l'adolescence, on n'a pas vraiment pleine conscience de sa propre identité, on a une identité proclamée, mais on a une identité peut-être encore plus authentique qui est en train de sortir. Et cela sort de façon inconsciente. On ne se rend pas compte de ce qu'on est. Donc en fait, l'adolescence, c'est l'âge où chacun recherche sa propre identité parce qu'on n'a pas cette conscience. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Bonjour. Merci beaucoup pour vos présentations. J'ai deux questions aussi. Una es para Violeta. Le quería preguntar si estos lituanianos que viven en España viven en un lugar preciso, si hay una comunidad y si eso puede influenciar también en su manera de vivir la identidad como lituana, si están en grupo, porque por ejemplo sé que en Londres, en un proyecto que fue hecho hace años en geolingüística, en la ciudad de Londres se puede ver en el mapa dónde viven los lituanianos y entonces los lituanos, creo que se dice lituanianos en portugués, perdón, donde viven y bueno, ese fenómeno de comunidad ayuda a mantener su propia identidad colectiva y en ese caso lo que decía usted para esa ethnic identity. Et une autre question, c'était plutôt pour Sabrina. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Par rapport à votre recherche, comment vous pensez que ces jeunes-là vont se sentir aujourd'hui dans une Italie où l'extrême droite a quand même pris un petit peu une certaine... l'Italie en soi a pris un petit peu cette voie et où on entend je ne sais pas si dire notre, dans ce cas, la première ministre dire des choses du type « je suis italienne, je suis chrétienne, je suis maman », etc. Et comment ces jeunes femmes, je lisais dans vos extraits, ça serait intéressant de voir aujourd'hui comment elles se sentent italiennes par rapport à ces discours-là. Merci beaucoup. Violeta. Bueno, pues respondiendo a su pregunta, yo creo que las comunidades lituanas, bueno, eso depende, porque las comunidades lituanas en España se distribuyen de varias maneras, porque hay mucha comunidad lituana en la comunidad valenciana y allí sí es una comunidad activa. Pero claro, eso depende también del individuo. Por ejemplo, si un individuo no quiere mantener su identidad nacional, su lituanidad, digamos así, y entonces no va a asistir a esa comunidad. Porque yo sí conozco bastantes lituanos que dijeron que incluso viviendo en Valencia o en Barcelona, donde hay muchos lituanos, no quieren simplemente relacionarse. Y también yo creo que depende también de las escuelas lituanas, porque las personas que tienen hijos, por ejemplo, ellos no quieren, por ejemplo, que estos hijos asistan a estas escuelas. A lo mejor quieren también darles a entender otra identidad, esta identidad a lo mejor más española. Porque, como digo, hay varias experiencias de lituanos. No sé si he respondido a su pregunta. Bon, c'est une question que je me suis posée moi-même. En fait, en lisant par exemple les extraits des entretiens, comme par exemple l'extrait de Nard, j'aimerais que l'on pense à moi comme une Italienne et pas comme une immigrée,
ou encore toujours Narges. Je n'ai pas une bonne relation avec les filles marocaines, j'essaie de les éviter parce qu'elles me rappellent trop mes parents. Donc je pense que maintenant, ils ont la perception de quelqu'un qui les renvoie aux origines. Et je me demande vraiment comment ils peuvent gérer, disons, ces situations, même dans les rapports avec les groupes de pairs ou avec la communauté d'origine, la communauté d'appartenance. C'est une question que je me suis posée, en fait. Ah ben, je ne peux pas répondre, je ne sais pas, en fait. Donc ça reste une question ouverte. No sé si he entendido todo bien, pero me parece que hay una diferencia entre lo que nos dijo Violeta y lo de Sabrina. Podríamos decir que esto viene del facto que la primera población viene del norte de Europa y la segunda más mediterránea. Je voulais dire qu'il m'a semblé qu'entre les propos de Violeta et ceux de Sabrina et les exemples choisis, la première parle de lituaniens, donc une population du nord de l'Europe. Sabrina nous parle davantage de population méditerranéenne. Est-ce que les capacités d'intégration, plus ou moins faciles, viennent du fait que l'une des populations est nordique, tandis que l'autre est davantage méditerranéenne? Qui répond? Je réponds. Alors, disons que les jeunes ont une perception de leur intégration qui change par rapport à leur expérience. Et ils ont vécu l'expérience plus longtemps. Oh, voilà. Disons que par rapport à l'Italie, ils ont du mal à s'intégrer parce qu'ils perçoivent qu'ils ne se sont pas encore vraiment intégrés, mais ils ont une représentation de l'intégration en France qui est très différente par rapport aux représentations, par exemple, de deuxième ou troisième génération qui vivent en France, parce que moi j'ai interviewé aussi 4 jeunes parisiens comme groupe de contrôle, et en fait j'ai comparé un peu les perceptions du groupe français et du groupe italien, et j'ai remarqué des différences. Donc je crois qu'au niveau de l'intégration, de l'inclusion, il y a aussi une partie qui concerne la représentation de comment on est perçu dans un contexte. Et puis, bien sûr, l'expérience individuelle, donc expérience et représentation. Je crois que ce sont deux aspects qui contribuent à créer, disons, un sens d'appartenance. Bueno, respondiendo a su pregunta, pues sí, es verdad que Lituania pertenece a una de las comunidades más norteñas y eso también influye mucho el clima, incluso sobre el ánimo, como que muchas personas, muchos lituanos dicen que se integran en España también por el clima, porque la gente es más cálida y menos deprimente, que esto es como una especie, entonces también del cambio de la identidad, porque viviendo en otro país también quieren cambiar a sí mismos. Pero también he encontrado unas personas, bueno, también hay una cierta parte de lituanos que viven en Galicia y dicen que incluso que les gusta que este clima es un poco más frío y esto les recuerda a su país. Que eso también, entonces, se puede decir que también pertenece esto también a la identidad nacional y que esto crea entonces más también este vínculo con el país. Y entonces se mantiene más este lazo con la identidad lituana. No sé si he respondido, si quiere contar algo más. On a encore du temps? C'est bon? Christian, C'est bon. On a du temps encore? Oui, oui. Oui, d'accord. Non, parce que je voudrais relier ce thème à celui du premier jour de la conférence inaugurale de José Carlos Herreras, que j'ai ici devant. Parce que je pense aussi que, puisqu'on a le temps,
c'est intéressant aussi de réfléchir à comment les flux migratoires peuvent influencer dans l'évolution des langues en présence dans les pays hôtes. Donc, par exemple, pour la Catalogne, donc, si bien il est certain qu'en regardant donc, les données que Herreras nous a présentées, on peut penser à cette phase d'expulsion de la langue castillane ou espagnole du système éducatif. Ce n'est pas pour autant que ça se traduit dans une diminution des usages sociaux de la langue et des usages sociaux informels qui est à l'intérieur des centres éducatifs. D'accord? Donc ça, c'est aussi un peu pour revenir après au scénario catastrophiste de Pierre Frats par rapport à la disparition du castillan. Parce que donc la Catalogne, jusqu'aux années 2000, elle avait reçu des flux migratoires des autres communautés autonomes. Mais à partir des années 2000, justement, ce sont les migrations internationales qui se sont installées, et notamment beaucoup venant des pays hispano-américains. D'accord? Et donc, de fait, les enquêtes sur les usages des langues et des langues co-officielles, que ce soit des usages sociaux donc dans le milieu scolaire, montrent que si bien, d'ailleurs il y a une phrase célèbre entre le professorat catalan qui est on a gagné les salles de cours, mais on a perdu la cour de récréation, parce que le castillan est toujours langue majoritaire, toujours la langue majoritaire des usages oraux spontanés. Donc voilà, c'est là pour dire que fort heureusement, même si peut-être, voilà, comme en l'occurrence, le castillan a un statut un peu bâtard du point de vue curriculaire, ça ne se traduit pas forcément ni automatiquement avec sa disparition dans la société. Et je ne sais pas si je voulais... Ah oui, et par ailleurs, le fait que le catalan soit la langue véhiculaire de l'enseignement obligatoire ne garantit pas la compétence des élèves en catalan. Il y a une semaine, je suis à l'Université de Barcelone, à la faculté d'éducation, et donc j'étais à une présentation des résultats d'un projet de recherche pour l'amélioration de la formation initiale des enseignants, dont la problématique était justement le niveau de compétence, ou plutôt d'incompétence, en langue catalane des futurs enseignants. Donc, bon, malheureusement, il y a une corrélation entre les niveaux de compétences ou incompétences en catalan, castillan et langue étrangère, que souvent c'est l'anglais. Et donc, voilà, on a un véritable problème parce que ce sont des promotions d'enseignants qui sont censés enseigner en catalan. Et mis à part le fait que peut-être n'est pas le niveau, c'est que parfois, il y a même une désaffection par rapport à la langue, et donc ça pose un véritable problème. C'est pourquoi, moi je viens du monde de l'intercompréhension, et je pense qu'il faut sortir des débats, donc comment dire, qui font rentrer les langues en concurrence. Et d'ailleurs, je vais faire un peu de publicité. Enfin, il y a un projet qui a vu le jour en Espagne, où l'on essaye de chercher l'intercompréhension entre les langues co-officielles, même si entre elles il y a le basque qui n'est même pas indo-européenne. Je pense que si on cesse de parler le catalan comme la langue des Catalans, le galicien la langue des Galiciens, le basque la langue des Basques, et qu'on dit le basque, les Galiciens, les Catalans et les Castillans, langue des Espagnols, peut-être on contribuerait d'une part à comment dire, je sais pas, à neutraliser ou à apaiser, merci, apaiser les tensions nationalistes qui portent nulle part. Et aussi, il faut, pour revenir à ma question du début, du scénario catastrophiste de disparition du castillan, de toute façon, ça fait très longtemps que le castillan, donc, il a vraiment un rôle, comme je disais, bâtard, enfin, un statut bâtard, parce que on ne dit pas, c'est pas une langue étrangère, c'est pas une langue première parce que c'est pas la langue de véhicularisation des enseignements, ou au moins officiellement. Et donc, ça fait très longtemps, je dirais, ça fait 30 ans au moins. Et voilà, ça n'a pas, fort heureusement, ça ne s'est pas traduit avec la disparition de son usage. Mais ce qu'il faut dire, c'est que derrière, il y a eu la connivence
des gouvernements centraux successifs, que ce soit des droites, que ce soit les socialistes, ils avaient besoin des votes des partis nationalistes basques et catalans à Madrid pour pouvoir gouverner. C'est pour ça que l'autre jour, quand vous parliez de cette phrase de Calvo Sotelo qui a dit les nationalistes veulent plus, oui, mais on a tourné depuis Madrid, on a un peu fermé les yeux à ces manques de, comment dire, ce fait qu'il devait y avoir un pourcentage de l'enseignement, 25% de l'enseignement qui soit dispensé en castillan. Donc voilà, c'est vous dire que c'est une situation qui est compliquée, il y a des questions politiques, historiques, et fort heureusement, voilà, je pense que le scénario ne sera pas si noir comme Pierre nous l'a dépeint lundi. Et juste vous dire aussi que de l'autre côté aussi, souvent c'est la peur que le catalan disparaisse. Et ce que tu as dit, que tu as expliqué par rapport à l'alsacien, bah, c'est aussi l'argument pour, pour appuyer cette plus grande présence du catalan et du fait que ça soit la langue véhiculaire de l'enseignement obligatoire. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour la question et le commentaire. Bon. Alors, je ne sais pas si je dois répondre ou pas. Bon, c'est un peu dommage. Tu peux répondre. Enfin, on n'est pas à la partie dans un dialogue. Est-ce qu'il y a un souhait de réponse de la part de Violetta, d'Élise ou de Sabrina à ta question? Bon, manifestement, les contextes sont quand même très nombreux, et puis les idées, incontestablement, vont beaucoup plus vite que les comportements, en tout cas. José Carlos. Non, je dis que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu le temps, mercredi, après la conférence. Oui, vous entendez là? Parce que là, sorti des contextes, évidemment, on peut dire tout et son contraire. Mais je veux dire, moi, ce que j'ai constaté, quand j'ai parlé des 3 phases, ce n'est pas par rapport au fait que l'espagnol disparaisse de la société catalane, puisque la société catalane, elle est composée par des catalanophones, mais elle est composée majoritairement par des castillanophones. Donc, les problèmes que j'ai soulevés, c'était uniquement dans le système éducatif et le fait que, évidemment, on introduise les catalans en Catalogne, mais d'autres langues régionales dans les autres communautés autonomes, automatiquement prend de la place au castillan qui était seul maître auparavant, ce qui n'était pas forcément très juste. Mais je pense que lorsqu'on parle de bilinguisme, qu'on prétend former des individus bilingues, ce que je voulais dire tout simplement, c'est qu'on ne peut pas revenir à un système éducatif monolingue, quelle que soit la langue véhiculaire. Dans un système éducatif monolingue, on ne peut pas former des bilingues. Et de la même façon que ce n'était pas normal que pendant certaines périodes, il n'y ait pas eu une présence des langues vernaculaires, comme je l'avais signalé, et ce n'est pas non plus normal qu'actuellement, on essaie de réduire de telle façon la présence du castillan ou de l'espagnol, puisque ça ne sera pas bénéfique pour qui que ce soit. L'espagnol, c'est la langue officielle de l'Espagne. C'est la seule dans laquelle tous les Espagnols peuvent se comprendre. Et ce que j'avais signalé, c'était que, bon, évidemment, je l'ai déjà écrit il y a plus d'une quinzaine d'années, si on laisse entre les mains uniquement des nationalistes, que ce soit d'un bord ou de l'autre,
les systèmes éducatifs. Et bon, je disais, la langue n'aura jamais la présence suffisante que l'on veut pour sa langue maternelle. Donc il faudrait rentrer dans un système dans lequel on tienne compte des langues et du poids des langues aussi, et de la valeur et des capacités de ces langues à pouvoir communiquer. Et si on est incapable en Espagne ou en France de former des personnes dans une langue étrangère, bah, ça serait complètement, disons, inutile de faire perdre en plus à une population qui a la maîtrise d'une langue internationale cette langue. Ça n'a aucun sens. Après, il y a une législation, je pense qu'il faut qu'elle soit respectée aussi. La législation de la politique linguistique en Catalogne, la loi de politique linguistique, elle établit clairement que les familles ont le droit de choisir la langue dans les premiers enseignements. Si cela n'est pas respecté, bon, c'est pour ça qu'il y a eu des recours auprès des tribunaux. Après, que dans la cour de récréation, on parle d'autres langues, ben, évidemment, on peut parler d'autres langues, mais personne ne va effectivement pouvoir ne pas faire s'exprimer, ne pas laisser s'exprimer les élèves dans une langue, à moins qu'on utilise des contraintes particulières. Comme on a fait en France ou comme on a fait en Espagne. Puisque de toute façon, c'est assez clair, pendant la période franquiste, il y a eu une répression concernant les langues vernaculaires. Il y avait même un ordre juste pendant le franquisme, après la guerre civile, dans laquelle on interdisait de parler en catalan, par exemple, dans les établissements publics. Même pour les fonctionnaires. Les instituteurs n'avaient pas le droit de parler en catalan. On est bien dans les problématiques de l'éducation biplurilingue qu'on évoque pour l'Afrique, qui existe, qui est traitée de manière tout à fait correcte dans des petits pays, des petits États comme le Luxembourg. Donc en fait, c'est le biplurilinguisme en milieu européen, en fait, en titre interne, qui est vraiment posé. Voilà, bon. Mais là, les comportements, en fait, ont beaucoup de retard par rapport aux idées qui, elles, avancent bien.